Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin pour une heure de conférence marché. Cette conférence marché qui aujourd'hui est sous un nouveau format, un format webinaire. Je suis Yann Gérard, le directeur régional adéquation pour Auvergne-Rhône-Alpes, et je vais être accompagné ce matin par Alexandre Stenek, donc, qui sera à la modération, et par Fabrice Chauvin. Fabrice, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être présent ce matin pour ce temps d'échange. Je suis référent territorial et je serai en coulisses ce matin en appui technique de Yann. J'essaierai également de répondre à toutes les questions que vous pourriez éventuellement poser lors de cette matinée. Donc n'hésitez pas, on essaiera de répondre au maximum de questions et de faire le maximum. Je laisse tout de suite la parole à Yann et je souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Merci Fabrice. Donc j'ajoute que évidemment, je vais m'appuyer sur un document qui est déjà téléchargeable pendant la conférence et vous recevrez un replay à la suite de la conférence, un mail pardon, pour avoir accès au replay et qui vous permettra aussi de retélécharger le document. Voilà, j'enchaîne rapidement sur l'organisation, le menu que je vous propose aujourd'hui. Donc, je vais commencer par une présentation de la conjoncture nationale qui va durer 5 à 10 minutes, à la suite de quoi je prendrai quelques questions. Ensuite, on attaquera la question, l'analyse à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes avec un zoom sur quelques marchés pour 15-20 minutes. De la même façon, on fera une petite pause pour reprendre quelques questions. Et puis, la séquence véritablement consacrée aux échanges, aux débats, elle interviendra en troisième partie. Donc là, je vous proposerai des éléments un peu plus détaillés par segment de marché et puis de la prospective à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. On en profitera pour recueillir le point de vue de Yann Mera de la Caisse des dépôts et consignation Habitat, donc qui est directeur développement Aura, puisque, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, on a eu une forte activité de ce côté-là cette année. Et puis, dans un deuxième temps, on abordera la question des prix et de leur impact sur les marchés, certainement. Voilà, j'enchaîne tout de suite, et sans plus attendre, avec les éléments à l'échelle nationale. Donc, ici, on vous propose une première slide qui reprend l'historique de l'activité des marchés, du marché de la promotion neuve en vente au détail. Alors, au-delà de cet historique, ce qui est intéressant, c'est évidemment de regarder plus précisément les 3 à 4 dernières années tout à fait à droite. Vous avez les volumes de vente au détail en vert foncé et vert clair. Donc, vert foncé, c'est les occupants, c'est la vente en accession, et vert clair, c'est la vente à investisseurs. Et puis, vous retrouvez aussi une courbe orange qui correspond à l'évolution des prix. Ce qu'on peut dire, et je vais rapidement zoomer dessus, c'est que la dernière période, encore une fois, elle était sur une période de plus haut historique en termes de vente au détail. On atteint les plus de 120 000 ventes. Et puis, encore une fois, les prix, ils sont partis à la hausse très fortement, de nouveau, à partir de 2015-2017. Sur la période plus récente, on retrouve donc cette phase de plus haut, et puis on voit bien évidemment la forte baisse en 2020. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a au moins 2 phénomènes qu'il faut mettre en avant en termes de volume. C'est que, on était déjà sur une période 2018-2019 de ralentissement en réalité de l'alimentation des marchés. C'est-à-dire que même si on avait des ventes très fortes, en réalité, on avait consommé pas mal de réserves foncières, et de fait, période préélectorale aidant, on était sur une période de ralentissement. Et je l'ai dit, mais la reconstitution des réserves foncières peinait un peu à se réaliser. Le deuxième élément qui me paraît important ici, c'est l'accélération de l'évolution des prix à la hausse, qui va avec les charges foncières qui augmentent évidemment. Et là, une problématique qui est celle que un choc d'offres ne réglera rien en la matière, en tout cas en termes de prix. Ça ne veut pas dire qu'il faille produire, qu'il ne faille pas produire plutôt. On a une demande, mais en réalité, ça ne réglera pas la question des prix. Si on avance un peu et qu'on regarde un peu plus en détail à un niveau géographique, là, avec un zoom qui vous est proposé sur un certain nombre des principales métropoles, en réalité, à l'échelle française. Donc là, vous avez une carte qui vous représente en réalité d'abord les prix. C'est ce que vous voyez si on prend Lyon Métropole, par exemple. On voit qu'on est à 5 000 € le mètre carré.
hors parking, avec une évolution, vous avez à côté une évolution à plus 8,5% annuel, sur 18 mois, excusez-moi, on est un petit peu moins à l'annuel, et puis une baisse de 44% du volume de vente. Donc, si je compare, si je mets tout ça un peu en perspective, ce qu'on constate, c'est évidemment une baisse généralisée, un repli généralisé, avec l'Île-de-France qui est l'endroit où ça baisse le plus, moins 45% en volume de vente. C'est vraiment le marché qui souffre le plus. Évidemment, on a d'autres métropoles aussi qui souffrent forcément. C'est Lyon Métropole, Franco-Genevois, pour ce qui intéresse Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Mais on retrouve aussi dans cet ensemble Nantes, Bordeaux. Et puis, parallèlement à ça, des prix qui augmentent partout. Alors, particulièrement fortement chez nous, Lyon Métropole, plus 8,5%, je l'ai déjà dit, mais on a aussi le Franco-Genevois à plus 4%, par exemple. Donc, on a des marchés en Auvergne-Rhône-Alpes qui continuent à figurer parmi les plus hauts de France et qui dépassent, encore une fois, les 5 000 euros, le mètre carré. Voilà, donc je vais faire peut-être une pause tout de suite par rapport à ces éléments de conjoncture à la fois nationale. Il y a peut-être quelques questions avant que je passe sur la prospective déjà. C'est allé un petit peu vite. Bon, je vais enchaîner rapidement. Peut-être ça évoquera d'autres éléments. Si je résume, donc une baisse généralisée, mais des prix qui montent. Ça, on l'a tous ressenti. Non, mais tu peux revenir sur cette slide-là, il n'y a pas de problème. Et je dirais des effets effectivement locaux, en particulier particulièrement forts sur les métropoles et des territoires périphériques qui résistent mieux. Alors, ici, ce qu'on vous propose, puisque là, précédemment, j'étais essentiellement sur la vente au détail, c'est un regard sur l'ensemble des ventes, donc ventes en bloc comprises. Et on retrouve évidemment des années 2017 à 2019 particulièrement actives. On est à plus de 190 000 ventes sur ces trois années. Et puis, évidemment, on retrouve la baisse très, très forte en 2020, avec moins 30 à 35 000 ventes dans l'année. On se retrouve on estime 165 000 ventes en 2020 au total. Là, ce qu'on observe, si on regarde 2020, on trouve effectivement un effondrement de la vente au détail. Vous avez en orange foncé les ventes en détail occupants, les ventes au détail investisseurs en orange clair. Donc là, on a des volumes qui se sont fortement érodés. Ça représente plus qu'environ un peu plus de 50% du marché. Et on est au-dessus de 83 000 ventes, à peu près. Et puis, ce qui est assez spectaculaire, évidemment, c'est les volumes de vente en bloc libre et LAC qui ont véritablement explosé. On était autour de 1% de part de marché, et là, on passe à 15%. Évidemment, on a tous à l'esprit le plan 40 000 de la Caisse des dépôts Habitat, et puis l'action de l'UNI en Île-de-France, en particulier. On retrouve ça aussi sur les ventes en bloc, logement locatif intermédiaire. Donc, cet ensemble, vente en bloc, locatif intermédiaire, vente en bloc, libre, LAC, vraiment progresse très fortement. La différence, c'est que le LLI, évidemment, il avait déjà commencé à s'installer structurellement dans le marché, donc il connaît une forte progression, alors que tout ce qui est libre et LAC, véritablement, c'est une explosion. Les ventes en bloc LLS, donc en bleu foncé, là, on avait déjà connu une érosion, elle continue, cette érosion. Alors évidemment, c'est directement corrélé aussi à la baisse de la vente au détail, mais on avait des phénomènes déjà qui étaient la fin de l'ANRU 1, par exemple, la RLS, etc., qu'on avait déjà pu évoquer par le passé. Donc là, ça continue. Et puis, les résidences-services, qui, elles, s'en sortent particulièrement bien aussi, qui sont dans une tendance historique de gain de part de marché, et qui continue en cette année 2020. Ça, c'est pour ce qui concerne 2020. Évidemment, on s'interroge tous sur ce qui va se passer en 2021 et comment est-ce qu'on peut envisager les marchés, comment est-ce qu'on peut envisager, je dirais d'une certaine façon, de nouveaux équilibres sur le marché dans l'ensemble et sur ces différents segments.
Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas retrouvé le niveau d'activité en termes, par exemple, de délivrance de permis de construire de ce qu'on avait pu connaître en 2019. On reste largement en dessous, même si on a eu un redressement un peu en fin d'année. On a quelque chose au total de l'ordre d'une baisse de moins 15% des autorisations de permis de construire à échelle nationale. Donc, on peut quand même envisager que la vente au détail, que ce soit occupant ou investisseur, elle va repartir à la hausse, très légèrement. Sur la vente au détail occupant, une question qui se pose, je l'ai très rapidement évoqué tout à l'heure, c'est celle de l'évolution des prix et de savoir si les occupants vont réussir à suivre en termes de pouvoir d'achat, on pourra y revenir. Il y a peut-être là des montages, des nouveaux montages à envisager. On parle beaucoup de montages dissociants. Il y a beaucoup de réflexions en la matière aujourd'hui, on pourra aussi y revenir. Sur la vente au détail investisseur, on imagine aussi donc une légère progression, même si on a encore beaucoup de questions, notamment sur le Pinel, même s'il ne représente pas toutes les ventes au détail investisseurs. Le Pinel, il joue un rôle, mais on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'incertitudes qui pèsent sur sa reconduction telle qu'elle à partir de 2022 et puis ensuite à partir de 2024. Donc, il y a probablement aussi ici des réflexions à avoir. Quand je regarde maintenant tout ce qui est vente en bloc, ce qu'on peut imaginer, c'est que tout ce qui relève du libre, LAC, va continuer à progresser par rapport à ce qu'il était en 2019, même si ce sera forcément moins fort qu'en 2020. Donc, on a au moins deux phénomènes. Là, on a la poursuite de l'activité du plan 40 000, notamment. Et puis, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on sait tous maintenant, on parle suffisamment du retour des investisseurs institutionnels au sens large sur le libre, de leur intérêt, qu'il n'y a pas de raison que là, ça s'essouffle. Le LAC, puisque je vois une question de Vincent, c'est le logement libre contractualisé. Donc ça, on pourra revenir dessus. C'est un produit, je dirais, qui est spécifique à la Caisse des dépôts Habitat. Donc je pense que Yann Mera pourra revenir tout à l'heure rapidement dessus. Voilà, pas de problème. La vente en bloc et les lits qu'on imagine continuent à progresser aussi, qui a commencé déjà à s'installer dans le marché autrefois et qui va donc certainement continuer à progresser. Les ventes en bloc LLS, elles, même si elles regagnent un tout petit peu de part de marché, ça devrait être relativement faible l'an prochain, en tout cas en termes de progression. Et puis, les résidences-services qui vont continuer. Voilà, merci. Logement abordable contractualisé. Anne Canova, qui est la directrice interrégionale de la Caisse des dépôts Habitat. Merci beaucoup pour cette précision. Donc les résidences-services, oui, je disais, qui vont certainement continuer à progresser aussi et à continuer à s'installer dans le marché. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Ça fait un petit moment qu'on y est déjà sur cette partie nationale. Peut-être qu'il y a des questions déjà. Pour un petit point rouge sur mon onglet questions, donc j'imagine qu'il y en a. Non, il n'y en a pas. Bon, écoutez, oui, non, voilà, c'était la question sur le logement abordable contractualisé. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est de continuer sur ce qui s'est passé à l'échelle régionale. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes, une offre qui se maintient pour l'instant. Évidemment, on a un certain nombre de phénomènes structurels à l'échelle nationale qui se répercutent, dont Auvergne-Rhône-Alpes, je dirais, témoigne, tout simplement. Évidemment, c'est la vente, la baisse globale, que ce soit en termes de mise en vente, de vente au détail, ou de vente totale, de l'ordre de 20% pour ces trois entrées-là. Ce qui est assez particulier sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a aussi quand même une forte baisse des ventes en bloc, moins 12%. C'est-à-dire que malgré le plan 40 000 j'ai déjà évoqué, mais qu'on va réévoquer, qui a effectivement fortement marqué 2020, on a une baisse en Auvergne-Rhône-Alpes sur ce segment-là. Alors, ça a
ça a comme conséquence que l'offre, finalement, elle reste relativement stable. 17 257 à 17 244, bon, on est toujours sur la même, c'est ce que vous avez en rouge, évidemment, l'offre disponible. On reste sur quelque chose de relativement stable. Alors, ça pourrait être presque une bonne nouvelle, sauf qu'on sait très bien que le temps que la machine redémarre, les ventes, ce qui risque de se passer, c'est que les ventes au détail, alors quelque part heureusement, vont repartir, mais que le temps qu'on puisse repartir sur les permis de construire, repartir sur des mises en vente, on va quand même avoir un phénomène de tension accrue sur l'offre disponible, évidemment. Parce que là, finalement, tout ça ne représente que environ un an de vente au total. Juste oui, une information en passant comme ça, c'est que les permis de construire, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près la même chute qu'au niveau national, de l'ordre de 15%. La part investisseur, elle baisse, mais je dirais dans une tendance qui correspond aussi à la tendance nationale, globalement, de l'ordre de 3 points, sachant que là, on est sur des parts investisseurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Lise, on essaye de régler votre problème. C'est pris en compte par le staff technique, j'ai envie de dire. S'il y a d'autres personnes qui ne voient plus le graphique, surtout, n'hésitez pas à le signaler aussi. Donc, je parlais de la part investisseur. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, malgré tout, c'est que cette part investisseur, elle est structurellement moins élevée qu'à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on approche les 50% sur les dernières années. Voilà. Dernier élément, peut-être à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, mais je vais y revenir quand on va attaquer les marchés locaux. C'est qu'on avait quand même connu une érosion. J'ai évoqué le fait qu'en période préélectorale et après une période de forte production, on avait des difficultés de reconstitution des réserves foncières. C'est le cas notamment sur les métropoles et sur la métropole lyonnaise en particulier chez nous. Et on avait déjà quand même une offre disponible qui avait baissé quand même de 700 lots entre 2018 et 2019. Donc on était déjà aussi dans cette tendance on pourrait pratiquement parler de pénurie puisque à un moment, on va avoir une demande qui va continuer à croître alors que l'offre, elle diminue. Donc maintenant, je vous propose de passer sur des échelles d'agglomération à l'échelle régionale. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord une moitié ouest Auvergne-Rhône-Alpes, dans laquelle vous retrouvez ici Clermont, Saint-Étienne et Lyon Métropole. C'est un zoom volontairement sur les métropoles. On pourra évoquer aussi ce qui se passe en périphérie s'il le faut. Et puis, ensuite, on attaquera l'Est Rhône-Alpes. Donc ici, sur ces trois principales agglomérations de l'Ouest Auvergne-Rhône-Alpes, ce que j'indique, Clermont-Sud, Lyon s'effondre, Saint-Étienne se noie. Alors, ça n'a rien de péjoratif chez moi. C'est un constat, je pense, que je vais essayer de vous faire partager. Clermont, pour commencer, alors tout à fait à l'ouest, ce que vous avez dans les disques jaunes, c'est le volume de vente. Ce volume de vente, en dessous, vous avez son évolution. Donc là, 646 ventes dans Clermont Agglo et moins 31% de ventes. Vous avez tout à fait à gauche les mises en vente, 702, donc vous avez une flèche vers le bas, donc ça indique qu'il y a une forte baisse. Je vais revenir sur le chiffre précis. Le prix moyen mètre carré hors parking, 3 700 €, et puis l'évolution de l'offre disponible, moins 1% en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Clermont Agglo ? C'est un territoire qui était plutôt dynamique, qui fonctionnait bien. Je dirais, on avait atteint plus de 1000 ventes, donc un marché qui s'était bien structuré ces dernières années, et finalement qui est, je pense, assez résilient, puisque la baisse, elle est forte, mais elle n'est pas aussi forte, largement moins forte que ce qu'on peut observer sur les principaux marchés Auvergne-Rhône-Alpes, donc Lyon Métropole et Franco-Genevois. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est les métropoles vraiment qui ont souffert le plus dans cette crise. Donc, Clermont-Ferrand, métropole, j'entends pas au sens administratif, évidemment, les principaux marchés, je devrais dire. Clermont Métropole, donc, qui finalement s'en sort pas si mal, avec moins 31% de vente. Les mises en vente, c'est à peu près la même chose, c'est moins 33%. Et finalement, une offre disponible qui reste à peu près stable. Donc ça, c'est important. Ça va permettre à ce marché, encore une fois, d'être résilient. C'est un territoire qui connaît une augmentation des prix de l'ordre de 3% entre 2019 et 2020.
Et je dirais, vous avez aujourd'hui un PLUI qui est en cours d'élaboration, qu'on est au stade PADD, un PLH dont l'élaboration a démarré et qui est assez ambitieux, hein, puisqu'il englobe toutes les questions de politique de la ville, liées à l'habitat notamment, et puis une stratégie foncière aussi en cours de réflexion et de définition. Et tout ça avec des objectifs assez ambitieux, tout ça pour la fin de l'année. Donc, vous avez un territoire qui, à mon sens, certes chute, connaît une crise comme un peu partout, mais devrait plutôt bien s'en sortir dans l'année qui vient. Je passe tout de suite à Saint-Étienne. Saint-Étienne, évidemment, une situation inquiétante. J'ai perdu mon chronomètre. Une situation inquiétante pour un territoire qui était déjà en difficulté, qui reste une énigme, hein, c'est-à-dire qui a vraiment du mal à décoller. Et là, une chute de 50%. Qui l'amène à 143 ventes, donc vraiment un tout petit marché, un petit marché. Les mises en vente qui chutent également, alors un peu moins que les ventes, donc ça a l'avantage d'assainir un peu avec une offre disponible qui diminue de 10%, mais en réalité un marché qui ne dépasse pas les 3 000 euros hein, le mètre carré, donc ça pose des questions en termes d'équilibre d'opération, clairement, même si ça permet de faire du logement abordable de fait. Donc Saint-Étienne, des difficultés qui vont, je pense, perdurer. Et donc là, un gros point d'interrogation qui continue sur Saint-Étienne. Le principal marché de ce secteur, Lyon Métropole, 2800 ventes en 2020. On se rappellera qu'on a pu dépasser les 6000, 6500 il y a juste quelques années. Donc, là, avec cette baisse, on est vraiment dans des étiages faibles. Les mises en vente, elles chutent aussi. Donc, c'est de l'ordre de 29% par contre. Donc, l'offre, elle continue à chuter, moins 10%. Donc, vraiment un marché qui continue à se tendre, qui dépasse aujourd'hui les 5 000 euros le mètre carré, hein, hors parking. Et puis, je pense peut-être, ce qu'on vous a proposé, c'est aussi de zoomer à la fois à l'échelle de Lyon-Villeurbanne, qui reste le principal sous-marché, j'ai envie de dire, de la métropole, avec plus de 1000 ventes quand même encore en 2020, même si c'est le secteur qui chute presque le plus fort, hein, en tout cas très fortement, moins 47%. Hein, les volumes de vente aussi, et puis là, on dépasse les 5500 euros le mètre carré. Donc, on a une vraie problématique de prix élevés, je l'évoquais, les charges foncières qui montent, etc. Et puis, peut-être de façon un peu plus détaillée, on sépare ici l'ouest lyonnais de l'est lyonnais. Alors, il faut faire attention. Non, j'ai pas. Hop, la petite erreur d'aiguillage. L'ouest lyonnais, je vais bientôt arriver à la fin, de toute façon, pour vous passer la parole, mais l'ouest lyonnais, 852 ventes en 2020. Donc là, c'est un ouest lyonnais, je le précise quand même, qui inclut Caluire et Rieux. Hein. Donc, ça explique aussi ces volumes. Malgré tout, il dépasse maintenant l'est lyonnais. Donc ça, c'est important, hein, parce que c'est une nouvelle donne qu'on avait vu se dessiner depuis 2019. Et surtout, l'ouest lyonnais, il résiste mieux, avec moins d'opérations en secteur aménagé, hein, plus de diffus, aussi des communes plus petites hein, dans ce territoire. Donc, une baisse de 31%. L'est lyonnais, on est pratiquement à 50% hein, de production en secteur aménagé. Et donc là, peut-être pour terminer sur cette partie ouest Auvergne-Rhône-Alpes, un écart quand même de 1000 euros le mètre carré entre l'ouest et l'est. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir aborder la partie est Auvergne-Rhône-Alpes. Là, 4 marchés, principalement Grenoble, Chambéry, Grand Annecy, Grand Lac, donc qui regroupe Annecy et Aix-les-Bains, et le Franco-Genevois. Je vais commencer par Grenoble. Grenoble, qui était un marché fragile, qui témoigne peut-être d'une fragilité, presque, je ne vais pas dire d'une amélioration, il subit la crise, moins 26% quand même de ventes, mais finalement, c'est pas si mal, j'ai envie de dire, pour un territoire compliqué, moins 26% de ventes, donc on reste presque à 900 ventes, hein. Toujours ce déséquilibre entre une ville-centre qui fait environ 200 ventes et sa périphérie qui porte l'essentiel de la production. On sait que c'est essentiellement le Pays voironnais et le Grésivaudan qui restent attractifs, mais malgré tout, un marché qui, de mon point de vue, continue à s'assainir et qui atteint aujourd'hui presque les 3 700 euros le mètre carré hors parking, en collectif. Je passe à Chambéry, qui était un marché plutôt sain, hein, qui fonctionnait bien. Mais ici, ce qui se passe surtout, c'est qu'on a un effondrement des mises en vente. Hein.
puisqu'il est de l'ordre de 62% quand même. Hein, alors que les ventes, elles baissent de 11%, ce qui témoigne d'ailleurs que c'était un marché qui tournait bien. Donc, vraisemblablement, des tensions à venir dans le Grand Chambéry, mais avec véritablement un attrait et un marché, je pense, assez porteur pour l'année qui vient et qui lui aussi va pas tarder à atteindre les 3 700 € le mètre carré hors parking, vraisemblablement. Le Grand Annecy et Grand Lac, et la communauté d'agglomération Grand Lac, ici, on reste sur un marché donc important, mais j'irais beaucoup plus tendu, évidemment. Des niveaux de prix, on le voit tout de suite, qui dépassent les 5 000 € le mètre carré. Des mises en vente qui ont baissé à peu près au même rythme que les ventes. Une offre disponible qui diminue encore un petit peu. Donc, un marché qui était déjà assez tendu, assez saturé, mais dans lequel, pour lequel il y a encore une très forte attractivité, donc qui devrait rester tendu dans l'année qui vient. Et puis, je termine en 1 minute sur le Franco-Genevois. Alors là, évidemment, on a un territoire qui est assez vaste, hein, malgré tout, qui est très connecté à la dynamique suisse, dont on sait que la crise implique une volatilité probablement plus forte que chez nous des emplois, donc une demande qui peut potentiellement fluctuer localement. Moi, ce que je dirais sur ce marché, c'est que pour moi, il reste attractif, mais on a probablement à s'attendre à des effets de saturation localement, donc sur quelques sous-secteurs, et puis en termes de segment de marché. On pourra y revenir, mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la communauté d'agglomération de Thonon-les-Bains, elle a dans son PLH demandé un moratoire de la production de logements locatifs intermédiaires. Donc, on sait qu'on a beaucoup produit de locatifs intermédiaires sur le Franco-Genevois. Et puis, on sait que localement, on parle un peu du pays de Gex, par exemple, qui a été beaucoup alimenté, même pendant la crise, où on peut avoir localement des effets, je vais pas dire de suroffre, ça reste des territoires avec des volumes importants, mais où il va falloir faire attention à ce qu'on sort et à regarder finement ce qui se passe autour pour se positionner sur les bons produits, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation rapide de la conjoncture à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes et sur ces quelques métropoles. De la même façon que précédemment, je vous invite à poser des questions. Je vais ensuite, la suite du menu très rapidement. Je vous dis, il y a au moins 2 thématiques que j'aimerais aborder. C'est vous présenter des éléments, évoquer des éléments de prospective. Je les ai présentés à l'échelle nationale. On a travaillé à l'échelle régionale sur le sujet. Et puis, ce sera l'occasion de recueillir le point de vue, je l'ai dit, de la Caisse des dépôts Habitat sur cette année et puis ce qui va se passer. Et puis après, la question de l'évolution des prix et qui pose la question du logement abordable. Les villes moyennes, pouvez-vous nous parler de ce marché? Alors oui, sur les villes moyennes, ce qui se passe, c'est que effectivement, on voit qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a phénomène national. Hein, on sait que ce sont au niveau national les territoires qui ont mieux résisté à la crise. On le voit bien à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs. C'est bien sur les agglomérations moyennes, pardon pour l'expression, qu'on s'en sort le mieux. Mais on sait aussi qu'il y a des territoires, vous en êtes tous les témoins et vous nous avez beaucoup questionné, d'ailleurs déjà depuis 2019 sur la question, qui était de dire où est-ce qu'on peut trouver des marges de manœuvre en dehors des secteurs les plus tendus. En dehors de la métropole de Lyon, de plus en plus loin, sur du B1, voire sur du B2 pour certains, sur des nouvelles formes urbaines, c'est-à-dire potentiellement on réduit la taille des opérations, on va sur plus des formes intermédiaires. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le questionnement, c'est qu'est-ce qui va se passer demain aussi sur Vienne, sur Valence. Valence, j'ai vu passer un palmarès national il n'y a pas longtemps, alors je ne me souviens plus dans quel journal c'était, mais où on retrouvait Valence dans les 10 premiers, 10 premiers territoires attractifs en termes de ville moyenne. Ça reste des marchés où il faut faire attention évidemment en termes de profondeur de marché, pas se tromper. Ça ne palliera pas le manque d'offres sur des secteurs plus tendus et plus traditionnels, mais en réalité, on sait qu'il y a certainement des marges de manœuvre. On va jusqu'à Belleville. Certains posent des questions sur Mâcon. Là, on sort de la région carrément. Mais il y a des questions, des fois, on pose des questions sur Montbrison.
La question demain, que va-t-il devenir de Rouen? Tarare est un marché qui se structure. Enfin bon, voilà, on a cet enjeu-là. Peut-être sur les prix, puisque j'ai une slide supplémentaire que tu peux passer éventuellement, s'il n'y a pas de questions. Voilà, ici, peut-être pour vous redonner des éléments sur la question de solvabilité. Alors, les chiffres peut-être, je vais laisser peut-être Fabrice répondre sur votre question, François-Étienne, comment un peu technique sur le territoire concerné. Oui, sur la slide que je vous présente là, et sur les questions de solvabilité des ménages, qui est une grosse question qui nous est posée régulièrement. Aujourd'hui, là, cette fois-ci, sans faire de prospective, ce qu'on vous propose ici, c'est à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un regard sur la correspondance, évidemment, entre les budgets des ménages, leurs revenus, les budgets, ensuite, qu'est-ce que je peux acheter avec les revenus que j'ai, je vais y revenir, le besoin, c'est-à-dire a priori sur quel type de bien je me projette en accession, et sur à quel prix ça se vend aujourd'hui. Donc, si je prends la catégorie moins de 30 ans, on se focalise sur la catégorie qui se situe entre le 5e et le 7e décile, donc c'est une classe intermédiaire supérieure qui est traditionnellement celle dont on estime qu'elle va se tourner vers la promotion neuve pour accéder. Donc là, ce qu'on fait, c'est un travail de se dire que vous connaissez bien et puis qu'on retrouve un peu partout maintenant, et qui est un travail de tout simplement ce que fait le banquier, c'est-à-dire se dire, bon, avec ce revenu-là, compte tenu de vos revenus, de conditions d'emprunt qu'on peut imaginer et d'une durée d'emprunt, voilà ce que vous pouvez mettre, voilà votre capacité d'achat. Donc ici, on l'estime jusqu'à 175, 180 000 euros. Ce qu'on estime, c'est qu'évidemment, quand on a moins de 30 ans, un couple de jeunes actifs, potentiellement, il va aller se positionner sur un 2 pièces à minima. Et là, on voit tout de suite le décalage, même pour un 2 pièces, avec un prix moyen qui atteint je dirais les 4 500 euros comme en parking inclus à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Tout simplement, il va devoir débourser dans les 210 000 euros s'il veut s'acheter ce T2. Donc, il va avoir des difficultés à le faire. Si je prends ma catégorie d'au-dessus, les 30-39 ans, donc ici, un ménage qui commence à être un petit ménage familial, mais des fois, des fois souvent même, on atteint les 4 personnes, il va se projeter dans un T3, voire un T4. Le T3, potentiellement, il est accessible. Par contre, après, sur le T4, ça devient difficile. Et puis, mes 40-49 ans, eux, ils ont, je dirais, une solvabilité qui est un peu plus compliquée, qui reste compliquée pour les T4, mais qui est compliquée pour le coup pour le T5. Alors évidemment, ce qu'il faudrait prendre en compte ici, c'est pour ça que c'est ce sur quoi j'insiste dans le titre, c'est que évidemment on a des effets de solvabilisation qui peuvent être forts, via de l'aide familiale par exemple. Ici, on est sur un apport moyen à 10%, mais en réalité, on sait tous qu'un ménage de 40-49 ans, potentiellement, il a des phénomènes d'apport plus élevés, soit qu'il est secondo-accédant, soit qu'il va bénéficier d'apports familiaux plus conséquents, d'héritage ou autre. Mais globalement, ça vous donne une idée du fait qu'on reste dans une difficulté en termes d'accession à la propriété pour la plupart de ces ménages. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je vous propose, oui, il y a des questions. Alors, oui, d'accord. Le DRS, chance ou handicap. Alors, concernant le BRS, ce qu'on peut dire, chance ou handicap, évidemment, la question posée comme ça, elle est un peu provocatrice. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 7 ou 8 OFS, organismes fonciers solidaires, donc qui sont les organismes qui portent le foncier dans cette logique de dissociation, BRS, OFS. On a 7 ou 8 OFS d'agréés sur la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a un certain nombre en cours d'agrément, qui devrait arriver dans l'année qui vient. On est, j'irais, sur une chance, dans le sens où il y a une partie, ça va résoudre un petit bout du problème sur la question du logement abordable. Il faut bien cibler le segment auquel on s'adresse, donc bien cibler la logique, à la fois les prix
et la redevance. Mais c'est évident que ça ne va pas résoudre toute la problématique des prix et la question de la cherté du logement pour un certain nombre de ménages. Donc, il y a vraiment un segment qu'on va adresser, qui est plutôt celui de l'accession sociale. Et encore, même pour celui-là, il va falloir quand même beaucoup d'activités si on veut vraiment loger tout le monde dans les bonnes conditions. Et ensuite, je dirais, deuxième point, c'est qu'il y a probablement une réflexion, je l'ai un peu abordée, à mener en termes d'autres montages dissociants. On sait que c'est compliqué, il y a des questions de convaincre les ménages, mais aujourd'hui, le retour, encore une fois, des investisseurs institutionnels au sens large, sur du locatif, mais on peut imaginer d'autres montages dissociants, peut amener un certain nombre effectivement, témoigne plutôt du fait qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui s'intéressent à l'immobilier résidentiel et se disent, à la fois en termes de rentabilité, puis à la fois en termes de plus-value à terme, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est Benoît Tracol qui est en train de donner une réponse sur le BRS. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être aborder des éléments de prospective à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, première opération à Villeurbanne, nous dit Benoît Tracol. Voilà, 2700 € le mètre carré, loyer à 1,15 € effectivement. Merci pour cette précision qui cale un peu des éléments de marché. Et puis, je pense qu'il y a des gens aussi de la foncière Grand Lyon, de Fonds solidaire du Grand Lyon qui sont là et qui peuvent témoigner s'ils le souhaitent de la même façon. On pourra revenir, on reste disponible, que ce soit adéquation, puis je pense qu'entre vous aussi pour échanger sur le sujet. Je vais peut-être continuer sur la prospective, s'il n'y a pas d'autres questions. Hop, voilà. Alors, le bloc 2021, le bloc continue à gagner du terrain. Là, ici, ce que je vous propose, sont des éléments de détail des ventes, donc tout compris, avec les ventes en bloc à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon et Franco-Genevois. Donc, on n'a pas que la vente au détail ici. Et juste, je précise pour qu'ils puissent se préparer que c'est à la suite de ces éléments que j'interpellerai Yann Mera. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on constate, c'est que 2017-2019, évidemment, des volumes de vente au total qui étaient très forts, comme à l'échelle nationale. La chute en 2020, avec cette spécificité vraiment de croissance très forte du libre, alors que le LLI se replie. Et puis, les ventes au détail qui baissent également, et la vente en bloc aussi. Sur 2020, toujours, Métropole de Lyon, là, on voit vraiment encore plus fortement l'impact peut-être de la vente en bloc libre. Et puis, peut-être spécificité, c'est qu'on voit que déjà en 2018, on avait eu un fort ralentissement de l'activité. 2018-2019, on est à peu près sur les mêmes volumes totaux, mais déjà, on avait commis une baisse, et puis là, c'est de nouveau un fort coup de frein avec la crise sanitaire. C'est pas le cas dans le Franco-Genevois, que vous avez juste à droite, en bas à droite. Franco-Genevois, on voit comment on continuait à être dans une tendance haussière en termes de volume. Comment est-ce que le LLI, notamment, donc c'est le bleu pâle, avait gagné une place très importante sur ce marché-là, et comment est-ce que 2020, pour le coup, vraiment marque une rupture sur ce marché. C'est pour ça que je le redis, parce que pour moi, c'est important sur ce qui se passe en Franco-Genevois, c'est localement et sur certains segments, il va falloir faire attention aux produits qu'on sort. Et puis 2021, hop, je regarde mon chronomètre. Et 2021, que ce soit à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, on imagine, je dirais, des volumes relativement stables, peut-être une petite reprise sur vente au détail, un peu la même logique qu'à l'échelle nationale. Le LLI qui reste présent, qui peut-être va un peu moins progresser, puisque je l'ai dit, on prend quand même une belle baisse en 2020. Le libre qui reste présent. Et puis les ventes au bloc LLS, qui ont du mal à se redresser. Dans la métropole de Lyon, vraisemblablement un peu la même logique, peut-être avec augmentation un peu du LLI. Et puis,
Et puis, il va falloir surveiller, encore une fois, le franco-genevois. Mais globalement, on est sur des volumes, et peut-être c'est ce qui change un peu par rapport à l'échelle nationale, qui devrait être quand même au global légèrement inférieur à ce qui s'est passé en 2020. Et puis des ventes au détail, tout qui risque de peiner au redémarrage dans la métropole de Lyon. Donc, peut-être sans transition et continuer à poser vos questions, on y reviendra. Je vais inviter Yann Mera, donc de la Caisse des dépôts Habitat, à monter sur scène et à nous donner le point de vue de la Caisse des dépôts Habitat sur 2020 et sur ce qu'ils envisagent en 2021. Yann Mera, c'est à vous. Si vous voyez vous allez avoir un petit message qui vous dit d'entrer et de monter sur scène. Donc, je vois la question de Pascal Ozna sur l'usufruit locatif social, si je comprends bien la question, en région Aura. Aujourd'hui, je dirais que c'est un chiffre très limité et que je ne vais pas avoir malheureusement de données à vous fournir là. Je note la question. On a du mal. Il y a certains segments qui sont encore difficiles à suivre, surtout quand ils représentent des petits volumes. Je vois que Yann Mera est là. Yann, je vous laisse la parole. À vous représenter. Merci. Bonjour, merci Yann. Je m'appelle Yann Mera, je suis directeur du développement pour CDC Habitat. Et merci à l'Équation pour l'occasion qui nous est fournie là de parler un petit peu de l'action du groupe en 2020 et cette présentation éclairante là, sur les grandes tendances du marché immobilier à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons enfoncer des portes ouvertes et face à une crise sanitaire et face à cette crise, il y a son impact prévisible sur le marché de l'immobilier. Le groupe CDC Habitat a, comme vous le savez, lancé dès le mois de mars 2020 et à l'instar de ce qu'il avait pu faire dans les crises précédentes, je pense notamment à celle de 2008, un appel à projet national auprès des promoteurs et des aménageurs avec pour ambition d'acquérir 40 000 logements. Je reviens très rapidement sur les éléments de bilan de ce plan national avec effectivement un franc succès en termes de récolte de propositions puisqu'on a eu plus de 3200 programmes qui nous ont été proposés à l'échelle nationale qui représentaient 90 000 logements sur la seule métropole française avec 10 000 en Outre-mer, donc c'est plus de 100 000 logements au total qui ont été proposés au groupe. Nous avons pu trouver des accords sur environ 40% de ce volume pour atteindre les 40 000 logements visés par l'appel à projet avec effectivement une segmentation un petit peu originale par rapport au développement traditionnel de CDC Habitat puisque 55% de cette production a été développée en logement abordable contractualisé, je reviendrai peut-être un petit peu sur ce vocable, 35% en logement intermédiaire et 15% en logement social. Je souligne aussi quelque chose, c'est que dès 2020, la moitié de cette production a pu être signée en acte authentique de vente et donc on a pu concrétiser très rapidement sur ce volume qui est globalement objet de sous-accord aujourd'hui avec l'ensemble de nos partenaires. La concrétisation, le taux de transformation dès la première année 2020 a été de 50%. Donc, si on revient à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, on pèse dans cet appel à projet environ 10% du total, soit 4 000 logements qui sont sous accord aujourd'hui, avec plus de 2 000 qui ont là aussi pu être transformés dès 2020. Il s'agit, et c'est visible à travers les chiffres que vous avez énoncés et présentés, Yann, il s'agit pour 60% de ces volumes de logements dits LAC, donc logements abordables contractualisés, pour 25% de logements intermédiaires et pour 15% d'entre eux de logements sociaux. En termes géographiques, on est là aussi, il y a peu de surprises, un petit peu dans un parallélisme avec l'effondrement des ventes dont vous parliez, très représenté sur la métropole de Lyon et le Rhône de façon plus générale, avec environ 40% de cette production, 40-41%, on est à 850 logements sur ce périmètre.
Ensuite, on a un deuxième pôle important qui représente plus de 800 logements sur le Franco-Genevois, avec plutôt une surreprésentation du lac sur la partie métropole de Lyon et Rhône, et un peu plus présent à l'Élie sur la partie franco-genevois, effectivement. Donc, on est assez cohérent avec les explications qui ont été données et avec des éléments de vigilance qui sont un peu aussi les mêmes, qu'on partage un peu votre analyse là-dessus. Et enfin, les 20% restants ont été soit 400 logements, se sont essentiellement développés sur les métropoles de Clermont-Ferrand, de Grenoble, mais aussi le bassin chambérien et Grand Lac que vous évoquiez aussi en développement plus mesuré. Quels étaient les objectifs poursuivis par CDC Habitat dans le cadre de cet appel à projet? Alors, c'est d'abord l'ADN du groupe, que d'être à l'impulsion et au soutien des collectivités et des acteurs économiques dans ce type de crise, en cherchant à générer des effets de levier pour le territoire. Il s'est agi de redonner de la visibilité et de la solvabilité à un certain nombre d'acteurs économiques. C'est ce que nous avons tenté de faire à travers cet appel à projet. Le soutien au marché immobilier est avant tout aussi un soutien à l'emploi et au secteur du BTP. Il s'agissait donc de permettre à un certain nombre d'opérateurs de trouver des débouchés, d'enjamber en quelque sorte la crise, qui était d'abord une crise de la demande, comme c'est souligné à travers les chiffres qu'on a pu examiner ce matin, afin de pouvoir poursuivre les opérations en cours, lancer de nouveaux chantiers et aussi voir revenir un certain nombre de fonds propres qui permettent, nous l'espérons, qui permettront de réamorcer de nouvelles opérations pour l'avenir. Je l'ai dit, sur la seule année 2020, c'est plus de 400 millions d'euros, par exemple, à l'échelle de Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont été injectés dans le marché avec, pour conséquence prévisible, 3200 emplois, si j'en crois les ratios de la FFB. Je tiens à souligner que CDC Habitat s'est attaché, là aussi, dans cet appel à projet, à travailler avec l'ensemble du monde de la promotion, avec évidemment nos partenaires historiques, les grands majors, mais aussi on a tenté, avec un certain succès, d'ouvrir le jeu à des acteurs plus modestes, à dimension régionale ou de plus petite taille, qui ont eux aussi, qui étaient peut-être moins familiers de la vente en bloc et qui ont eux aussi fait le choix de travailler avec nous, et on s'en félicite. Le deuxième objectif fort du groupe à travers ce plan de relance, ça a été d'amplifier et d'élargir son action en tant qu'acteur de l'habitat, tout simplement. Donc conforter notre action sur les territoires où nous étions déjà présents et actifs. C'est le cas du Grand Lyon et du Franco-Genevois. En poursuivant notre développement sur les segments traditionnels que sont le LLI et le LLS, mais aussi de proposer plus largement une nouvelle gamme de logements avec ce qu'on appelait le logement abordable contractualisé. J'y reviens 2 petites minutes pour vous dire qu'en fait, alors il s'agit d'un logement qu'on pourra qualifier de droit commun, puisque fiscalement en tout cas, qui ne correspond pas, il n'y a ni plafond de ressources ni plafond de loyer. Toutefois, la dimension abordable s'exerce à travers à la fois une politique de loyer qui est relativement pondérée et généralement un peu en deçà du marché, une politique de commercialisation qui est où on cherche à rendre ces logements extrêmement accessibles. Ils sont déjà très bien équipés et on a, je dirais, en termes de frais d'accès et de tickets d'entrée dans le logement, des montants relativement modestes. Et enfin, il est contractualisé au sens où le groupe a des partenariats historiques avec un certain nombre de grands réservataires, que sont par exemple la Défense, les hôpitaux, et ces logements sont proposés par préférence à tous ces grands réservataires et aux travailleurs clés pour le territoire qu'ils servent. Donc c'est en cela qu'effectivement on a ce vocable de logement abordable contractualisé et voilà les spécificités, les grandes spécificités de ces logements. Ça a été aussi l'occasion je reviens sur les territoires, pour le groupe d'accompagner davantage d'autres territoires qui font moins partie qui ont moins fait partie en tout cas de notre développement ces dernières années et auxquels aujourd'hui on s'attache
de façon plus sensible, avec, je pense notamment au cœur de ville, hein, où on a multiplié les opérations, ces territoires qui ont, tout en étant parfois moins tendus, des problématiques de l'habitat spécifique et de réels besoins. Notamment, on est intervenu sur Rumilly, où on était il y a encore quelques jours, Chambéry, Bourgoin-Jallieu ou Vienne, pour citer les principaux points sur lesquels nous avons réalisé des opérations. Le troisième élément qui me paraît devoir être mis en avant, et j'espère ne pas être trop long, Yann, si vous me laissez encore quelques minutes, c'est des points de vigilance particuliers lors de la mise en œuvre de ce plan de relance, avec effectivement un premier qui est de concilier le pragmatisme et la réactivité qui sont indispensables à ce type d'exercice, hein, puisqu'il s'agissait dans des délais très courts, hein, d'aller au droit d'une demande, d'une offre qui devait trouver un débouché. Ça nous a amené à travailler sur des tailles d'opérations bien inférieures à ce que nous faisions habituellement et à renforcer considérablement le lac. Hein. On reviendra peut-être sur les raisons pour lesquelles nous l'avons fait, mais on l'a fait dans le respect d'un certain nombre d'objectifs et de fondamentaux du groupe qui sont en termes de qualité de la production, de l'offre et d'exigences environnementales. Donc le crible qu'on a exercé sur les opérations qui nous ont été proposées ont été faits à travers ces prismes-là, et c'est quelque chose sur lequel on a peut-être moins transigé. Donc c'est un point que je souhaitais souligner. Le deuxième élément important dans la mise en œuvre de ce programme, ça a été la volonté de conduire cette action qu'on pourrait qualifier de contracyclique et d'accompagner finalement en quelque sorte la convalescence de ces marchés immobiliers dans le respect des orientations données par les collectivités au travers de leur politique de l'habitat. L'idée, c'était de ne pas intervenir en perturbant, mais d'essayer autant que faire se peut d'accompagner et d'amplifier les orientations données par les collectivités, ou à minima de limiter le plus possible l'impact long terme, ce qui explique le recours au logement abordable contractualisé. Je vous embête parce qu'on va arriver au bout on va vraiment arriver au bout du temps. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir accepté de prendre la parole sur ce sujet qui est à la fois stratégique et il ne faut pas se le cacher aussi politique. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous et d'être venu effectivement sur les objectifs, les attentes de la Caisse des dépôts. Je vais peut-être reprendre je pense que là, il nous reste 5 bonnes minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est très rapidement, j'avais une dernière slide. Je vous en dis vraiment 2 mots. À moins qu'il y ait des questions, il y a beaucoup de questions. On tourne vers le start technique. Alors, s'il y en a une, alors voilà, c'est présenter. Intègre-t-elle les politiques du logement en pleine évolution? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Oui et non. On essaye. Quand je vous dis, je dirais à l'échelle nationale, aujourd'hui, on sait qu'il y a un plan de relance qui a beaucoup été dit, effectivement, qui n'était pas à la hauteur, qu'il y a des attentes aujourd'hui très fortes, c'est très bien. Vous avez des attentes. Donc, on peut pas le dire, clairement, je peux vous dire de ce que va proposer le gouvernement dans l'année qui vient. Évidemment, pas mieux, toujours plus de son, il va falloir répéter. J'ai bien vu, vous inquiétez pas, je vais répéter. Ah, c'est revenu. C'est revenu. OK, merci à tous. Alors, vous avez bien fait de nous alerter. Donc, je reprends ma réponse sur les perspectives. Est-ce qu'ils intègrent des politiques du logement? Je ne sais pas où ça s'est arrêté, donc je reprends. À l'échelle nationale, évidemment qu'il y a des attentes de la part de tous les opérateurs par rapport à d'éventuels compléments au plan de relance du gouvernement.
C'est difficile. Je suis pas dans le secret aujourd'hui, en tout cas à titre personnel. Donc je sais pas ce qui va arriver. Donc de fait, on a essayé de prendre quelque chose, une évolution raisonnable. À l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de raisonner par rapport à ce qu'on sait des territoires. Et effectivement, en fonction des municipalités, en fonction des territoires, est-ce qu'on a un prolongement de mandat, est-ce qu'on a eu un changement de couleur politique? Vous le savez tous, on n'arrête pas d'en parler. Quand on se rencontre, quand on discute les uns avec les autres, on a des effets très locaux. On sait que potentiellement, on sait que le logement locatif social est devenu un objectif encore plus fort dans la métropole de Lyon. Encore faut-il pouvoir relancer aussi le détail pour faire de la vente en bloc. Donc, j'ai essayé, je dirais que dans les chiffres, de le prendre en compte. Et puis, dans le discours, dans les propos que j'ai tenus sur chaque aglo, de vous faire part un peu de mon ressenti politique. Mais c'est toujours compliqué, effectivement. C'est jamais que c'est de la prospective, c'est pas de la prédiction, j'ai envie de dire. Donc c'est un scénario possible, voilà, qui nous paraît raisonnable. Je sais pas, je me tourne sur le staff technique. Non, donc je vais enchaîner justement sur ces aspects de prospective, de potentiel. Vous êtes beaucoup à nous interroger comment en ce moment et depuis le début de l'année. J'ai envie de dire, c'est l'occasion pour moi de vous présenter la nouvelle interface du fil à laquelle vous êtes pour la plupart d'entre vous abonnés. Et ça nous paraissait important parce qu'on a quand même un changement majeur, c'est-à-dire que ça devient vraiment un outil digital en ligne, au-delà du PDF que vous continuerez à recevoir, en tout cas qui continuera à être accessible, véritablement une structuration en termes d'observatoire. Et juste, avant de vous le présenter en 1 minute 30, parce que ce ne sera pas suffisant, évidemment, on vous proposera des formations dans les semaines qui viennent pour que vous puissiez prendre l'outil en main au mieux, qui est là, encore une fois, pour vous aider dans vos réflexions stratégiques. Donc, en 1 minute, encore une fois, vous retrouvez ici, sur ces premiers éléments, évidemment, les volumes de production par année, des courbes, mise en vente, offre. Hein. Donc ça, ce sont les statistiques classiques que vous retrouvez d'ailleurs dans nos études aussi. Hein. On a évidemment des éléments aussi sur les typologies. Qui sont en train de s'afficher, les typologies qui sont vendues, T1, T2, T3, les surfaces, les prix unitaires, évidemment. Il y a la possibilité, bien sûr, de connaître la nature des acquéreurs. Est-ce qu'on est sur un marché plutôt porté par l'accession, plutôt par l'investissement? Donc, évidemment, on l'a vu en plus dans une période où on perd des parts investisseurs, c'est d'autant plus important de s'interroger sur le sujet, est-ce que ça s'effondre ou pas? Et puis, voilà, ce qu'on est en train de vous montrer là, c'est que quand je clique sur un territoire, évidemment, mes statistiques, elles répondent en direct à l'échelle territoriale, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent. Vous voyez que là, ça bouge. Voilà. Et puis, dernier point sur le fil, je pense que c'est important, vous nous questionnez beaucoup sur le sujet aussi, c'est qu'au-delà de la promotion neuve, je pense que c'est vraiment une nouveauté importante aussi sur ce fil, au-delà de l'outil en lui-même qui devient beaucoup plus interactif, c'est les marchés connexes. Tout simplement, parfois, tout simplement pour se dire est-ce que le locatif il est porteur, est-ce que je vais avoir la rentabilité, est-ce que j'ai un décrochage par rapport au marché de l'ancien, ou tout simplement parce que j'ai pas d'opération sur le secteur et donc en regardant le marché de l'ancien, ça me donne quand même, enfin de la revente, ça me donne quand même une idée de la concurrence potentielle que je peux avoir. Voilà. Écoutez, je suis bien dans les temps. Il me reste peut-être une petite minute peut-être pour prendre une dernière question et puis ensuite ça me permettra de vous saluer et puis de vous remercier encore une fois pour avoir suivi ce webinaire, cette conférence marché. Je vois Déborah peut-être en train de poser une question. Vous avez 10 secondes. Merci beaucoup pour vos remerciements. Écoutez, très bien, je pense qu'on peut conclure. Mathilde, Nicolas, bon, très bien.
Bah, écoutez, merci beaucoup à tous, merci et n'hésitez pas surtout à revenir vers nous, vers moi. Vous avez nos coordonnées, voilà, qui doivent être en train de s'afficher. À Fabrice, à moi, on prendra le temps de répondre à vos questions. Et puis j'ai bien noté celle sur l'usufruit locatif social de la part de Pascal. Merci beaucoup et bonne journée à tous.